Il n'y a pas de transparence dans les accords passés entre l'État et les pétroliers, a déploré aujourd'hui l'économiste Serge Safmaouf. Hier, le Premier ministre Christian Tsaï a discuté avec les membres du groupement des pétroliers de Madagascar, notamment des prévisions d'approvisionnement en carburant pour 2024. Une explosion sociale est crainte en raison de la discrimination opérée par les dirigeants lors de la distribution actuelle de kits solaires. Une distribution réservée uniquement aux membres du parti TGV qui ont voté. Si l'actuel président est toujours le président de tous les Malgaches, pourquoi cette distinction entre ceux qui reçoivent cette aide et ceux qui ne la reçoivent pas, se demandent les observateurs de la vie nationale. Dans l'actualité internationale, des responsables américains de haut niveau se rendront prochainement au Mexique pour discuter de la crise migratoire à la frontière entre les deux pays. Une annonce faite par la Maison-Blanche après un échange téléphonique entre le président Joe Biden et son homologue mexicain Andrés Manuel López Obrador. Le prix du carburant à Madagascar ne correspond pas au prix du pétrole sur le marché international, ce qui soulève des interrogations sur la transparence de la collaboration entre les pétroliers et le gouvernement malgache, selon l'économiste Serge Safmaouf. En effet, ce 22 décembre, un baril de pétrole Brent coûtait environ $80 sur le marché international. Et malgré la tendance à la baisse des prix du pétrole, le prix du carburant à Madagascar ne reflète pas cette évolution. Serge Safmaouf souligne la nécessité d'une transparence accrue dans les accords conclus entre le gouvernement malgache et les pétroliers. Le problème du carburant chez nous réside dans le fait qu'il ne correspond pas au prix sur le marché international. Lorsque le prix du pétrole diminue sur le marché mondial, le prix du carburant chez nous a tendance à augmenter. Il y a eu des périodes où le prix chez nous a été délibérément augmenté en raison de pertes chez les fournisseurs de carburant. Il est essentiel d'identifier clairement qui profite de cette situation au détriment du pays. Il est nécessaire d'examiner de près les obligations des compagnies pétrolières envers le gouvernement, notamment en termes d'impôts et de ristournes qu'elles doivent verser à l'État. A-t-on vérifié si ces paiements ont bien été effectués? Ensuite, il faut évaluer les montants que l'État doit verser à ces compagnies pétrolières. Ces procédures sont-elles régulières et transparentes? Une analyse minutieuse de ces transactions permettra de déterminer qui doit de l'argent à qui. Ensuite, il est crucial d'investiguer les raisons derrière ces pratiques. Y a-t-il des arrangements visant à accorder des avantages à certains dirigeants? Si tel est le cas, quels dirigeants sont impliqués dans ces arrangements? Cette collaboration entre le gouvernement et ses pétroliers doit être surveillée de près. La société Jirama dépend fortement de l'utilisation du carburant. Il est essentiel de faire de la production de carburant local une priorité tout en luttant contre les pratiques de grande corruption dans cette chaîne d'approvisionnement en carburant. Pourquoi n'établissons-nous pas de stratégie pour exploiter le gisement pétrolier de Simrur? De même, pourquoi ne mettons-nous pas en place une stratégie pour exploiter le gisement de gaz à Sakara? Est-ce dû à un manque de vision au sein du gouvernement ou favorise-t-il les négociations pour ses propres intérêts plutôt que l'intérêt du pays? Parmi ces compagnies pétrolières, certaines fournissent également de l'électricité à la Jirama, créant ainsi de nombreux conflits d'intérêts. Il est donc impératif d'instaurer une transparence accrue, étant donné que la Jirama est l'une des compagnies ayant le plus besoin de carburant dans le pays. Tous les contrats de la Jirama doivent être surveillés de près et c'est le rôle de la Samifine de la Bianco. C'est ce type de grande corruption qu'il devrait surveiller attentivement. Une réunion s'est tenue entre le GPM, Groupe pétrolier de Madagascar, et Tsaï Christian hier, 21 décembre 2023, au palais de Mahazouariv.
L'un des principaux sujets abordés lors de cette réunion a été l'accord entre les pétroliers et le gouvernement malgache. Jusqu'à présent, depuis ces 5 dernières années, les avantages de la collaboration entre les pétroliers et le gouvernement malgache n'ont pas été palpables. Les tenants de cette rencontre sont ainsi attendus. Il n'y a pas de bonne gouvernance à Madagascar, selon les politiciens, si l'on considère les difficultés actuelles auxquelles font face les Malgaches. Les réalités sur le terrain indiquent que les réalisations effectuées ne correspondent ni aux besoins ni aux promesses qui ont été faites au peuple. Les Malgaches vivent dans une extrême pauvreté. Le constat est que le gouvernement ne répond pas aux besoins du peuple, mais se contente de réaliser des projets superficiels. De nombreuses zones d'ombre subsistent dans le rapport de l'utilisation des fonds publics établi par la Cour des comptes. Au début de l'année 2023, le non-respect des principes financiers orthodoxes dans la gestion des fonds publics a été signalé. Il s'agit de la gestion de plusieurs milliards. Cela montre qu'il n'y a pas de bonne gouvernance à Madagascar. La qualité de la gouvernance ne se mesure pas seulement aux infrastructures réalisées, car le développement du pays est lié à la qualité de vie des citoyens. La véritable mesure de la gouvernance efficace réside dans le bien-être général de la population. Si les citoyens vivent dans la sérénité, ont accès à une alimentation adéquate, à des emplois décents, et s'ils font partie de la catégorie de producteurs capables de contribuer au développement du pays. Selon les politiciens, la bonne gouvernance du pays dépend des dirigeants en place. Aucun président n'a jamais obtenu un soutien unanime de 100%. Si plusieurs milliers de personnes n'ont pas voté en faveur du président en place, cela suggère des préoccupations concernant sa gouvernance. À présent, le président va procéder à un changement d'équipe. Cela n'indique pas nécessairement que son équipe précédente n'était pas performante. Les membres qui ont démontré leur efficacité devraient être maintenus. La bonne gouvernance ne dépend pas uniquement du président, mais également de son équipe. L'appartenance au parti au pouvoir ne garantit pas nécessairement que toutes les actions entreprises sont justes et efficaces. La qualité de vie des citoyens d'un pays est l'un des principaux critères permettant de juger la bonne gouvernance. Si le peuple malgache demeure dans une grande pauvreté, c'est en raison d'une gestion inadéquate des fonds publics. La bonne gouvernance ne se limite pas à la dimension financière, mais englobe également la société dans son ensemble. Il s'agit de rechercher et de mettre en place une stratégie efficace pour la société, visant à doter les citoyens de conditions de travail décentes, les rendant ainsi producteurs capables et prêts à contribuer au développement du pays. Le fait que cette situation persiste suggère que la stratégie adéquate et une gouvernance juste ne sont pas encore en place. Les Malgaches ne devraient pas vivre dans une telle pauvreté s'il y a bien eu une bonne gouvernance où la priorité est accordée à la satisfaction de leurs besoins. Les besoins du peuple devraient être prioritaires pour le gouvernement et c'est à cela que les fonds publics devraient être alloués. Une explosion sociale est crainte en raison de la discrimination opérée par les dirigeants lors de la distribution actuelle de kits solaires. Une distribution réservée uniquement aux membres du parti TGV qui ont voté. Seuls ceux qui possèdent une carte de membre et une carte d'électeur peuvent prétendre au kit solaire. Cette distribution de kits solaires a déjà généré des tensions et des conflits, comme en témoignent les événements survenus hier lors de la distribution dans le Fuktan d'Atsaluvan. Il ressort de cette distribution, présentée comme une récompense électorale, un manque de mesures d'organisation, provoquant ainsi du chaos et de la confusion. Ces éléments risquent de déclencher une explosion sociale à Madagascar.
Les observateurs de la vie nationale s'interrogent sur l'intérêt de cette condition de carte d'électeur dans la distribution des kits solaires par le gouvernement. Si l'actuel président est toujours le président de tous les Malgaches, pourquoi cette distinction entre ceux qui reçoivent cette aide et ceux qui ne la reçoivent pas? De quels fonds proviennent ces kits solaires? D'autant plus qu'ils ne sont pas inscrits dans la loi des finances de l'État pour l'année 2023. Le peuple malgache mérite d'avoir les réponses à ces questions. Il est essentiel que tout soit clair sur l'utilisation de l'argent public, conformément aux promesses de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion de l'État qui ont été faites. Rappelons qu'au cours de la lutte contre le Covid-19, la manière dont le gouvernement avait distribué le Varmour a également semé la confusion, et il n'y avait pas non plus de transparence quant à l'utilisation des fonds à cette époque. Ce manque de transparence constitue l'une des principales raisons qui ont engendré les manifestations faites récemment dans le pays. Une lutte en faveur du changement qui continue de se poursuivre et est devenue désormais une lutte du peuple. Un homme de 31 ans a perdu la vie mardi dernier à Anjanumami, district d'Ambadbouin, suite à une intervention violente des forces de l'ordre. Selon le récit de sa famille, ce père de famille avait quitté son domicile lundi pour acheter des ébus, après avoir obtenu les documents légaux nécessaires auprès de son Foktani. En rentrant avec les animaux achetés, il a croisé le chemin des Azafouti aux gardiens des villages qui l'ont appréhendé et remis aux forces de l'ordre. Il a été accusé de vol de zébus. Malgré ses tentatives d'explication et ses supplications pour être conduit dans son Foktani, où il avait obtenu les documents nécessaires pour l'achat des zébus, les forces de l'ordre ont refusé d'écouter sa version et ont recouru à la violence, ce qui a entraîné sa mort. Une heure 30 après les négociations pour l'achat des ébus, il a croisé sur le chemin du retour des Azafouts, armé d'une grande lame. Il était accompagné d'un ami qui, ayant perçu la situation, a reculé. N'ayant rien à cacher, de son côté, il a répondu calmement aux questions des Azafouts qui l'ont accusé de vol de zébus. Il a été conduit auprès des forces de l'ordre. Selon les témoins, il a demandé à être emmené dans son Foktani pour prouver son innocence. Les gendarmes ne l'ont pas écouté et ont d'abord tiré sur la main. Ils lui ont ensuite ordonné de s'agenouiller et lui ont tiré à la poitrine. Puisqu'il n'était pas encore mort, ils l'ont poignardé au niveau de la gorge. Les gendarmes n'ont pas pris en compte ces explications et ont maintenant disparu. Les gendarmes l'ont tué entre deux villages. Des habitants d'un petit Foktani à proximité ont entendu un coup de feu et sont venus voir la scène. Les gendarmes étaient 4 et avaient un 4x4. Ils ont forcé l'homme à monter dans le 4x4. Il a tenté de résister, sachant qu'il serait tué. Les gendarmes ont tiré sur sa main, qui tenait la porte du véhicule. Malgré ses supplications en évoquant sa femme handicapée et ses 3 enfants, demandant à être emmené dans son Foktani pour prouver son innocence, les gendarmes ont refusé d'entendre ses arguments. Ce père de famille, qui était vendeur de bananes, a été accusé par les forces de l'ordre, dans leur rapport, de port illégal d'armes, une affirmation qui a été contestée par sa famille. Les forces de l'ordre lui ont également confisqué son argent, son téléphone portable et sa carte d'identité. Selon les habitants, ces éléments des forces de l'ordre ont l'habitude de recourir à la force sans avoir mené une enquête approfondie. Ce n'étaient pas des gendarmes locaux qui l'ont tué, mais des gendarmes de Maevatanan. Plus précisément, il s'agissait de gendarmes d'Ambalanzanakumbi qui ont été alertés par les Azafouts, mais pas ceux d'Anjanumami. Les faits se sont déroulés entre Ambalanzanakumbi et Anjanumami. La victime avait 31 ans. Nous avons de la famille dans la gendarmerie de Maevatanan qui nous a rapporté que selon le rapport qui a été établi, l'homme avait 45 ans, était armé et avait riposté. Cependant, aux mains de la victime, il y avait une corde. Si elle avait réellement riposté, pourquoi avait-elle eu une corde? La victime n'avait fait qu'acheter des ébus, ce qui a malheureusement abouti à sa mort. Ce qui me perturbe avec ces gendarmes, c'est qu'apparemment, ils ont l'habitude de procéder ainsi. Il semble qu'il ait déjà agi de la même manière dans une autre localité par le passé.
Aucune enquête n'avait été faite. Ils ont tout de suite ouvert le feu sur la personne. La victime avait de l'argent sur elle. Cet argent, son téléphone et ses chaussures ont été confisqués. Le corps de ce père de famille n'a été récupéré par sa famille que le mercredi, à un endroit où il avait été abandonné. La famille du défunt a exprimé sa résolution de ne pas laisser ce meurtre impuni. Elle envisage de porter plainte et appelle les autorités à prendre des mesures face à l'abus qu'exercent les forces de l'ordre sur les habitants. Les forces de l'ordre font preuve d'abus et de répression envers les habitants des localités reculées telles que le district de Mahab. Une petite fille a été enlevée cette semaine à Ankilval, dans le district de Mahab. Selon les explications, 2 hommes et une femme ont été appréhendés par les forces de l'ordre hier soir à Amourdav, aux environs de 23 heures. Ils seraient les responsables de ces enlèvements. La petite fille a été retrouvée saine et sauve et a été rendue à ses parents. Les criminels ont été pris en charge par les forces de l'ordre. Ces derniers ont abattu les 2 hommes, mais a épargné la femme. Face à cette situation, les observateurs de la vie nationale se demandent pourquoi avoir tué ces 2 hommes au lieu de les traduire en justice. Y a-t-il une vérité derrière cette affaire qui ne doit pas être révélée? La déclaration officielle des forces de l'ordre sur cette affaire est attendue. Ce n'est cependant pas un cas isolé. Le recours à la force par les forces de l'ordre dans cette région ne s'arrête pas là. Selon les plaintes des habitants de Tanandav, dans le district de Mahab, les gendarmes et les militaires ont incendié toutes les maisons de ce village sous prétexte de la présence de Daal. Les habitants de ce village sont dans une détresse extrême. Les résidents de la région appellent les autorités compétentes à examiner de plus près ce qui se passe dans la région et à prendre des mesures pour remédier à la situation. À Eagle Pass, ils sont des centaines de migrants à patienter de jour comme de nuit. Tous attendent d'être pris en charge par les autorités américaines. Ces dernières semaines, les traversées illégales à la frontière se sont multipliées, mettant la pression sur les services de l'immigration. Joe Biden tente de reprendre la main sur le dossier. Le président a eu l'occasion d'appeler le président mexicain López Obrador. Les 2 dirigeants ont convenu que des mesures coercitives supplémentaires sont nécessaires de toute urgence afin que les principaux points d'entrée puissent être ouverts à travers notre frontière commune. Le président Biden a demandé au secrétaire d'État Anthony Blinken, au secrétaire à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas et à la conseillère à la sécurité intérieure de la Maison-Blanche, Liz Sherwood Randall, de se rendre au Mexique dans les prochains jours. Le président américain est accusé par les républicains d'être trop laxiste sur l'immigration. La police aux frontières enregistre ces dernières semaines près de 10 000 passages chaque jour. Une tendance qui s'est accélérée depuis le début de la semaine, alors que le gouverneur du Texas a adopté une loi criminalisant l'entrée illégale des migrants et donnant aux autorités locales le pouvoir de les expulser vers le Mexique. Un texte qui doit entrer en vigueur en mars prochain. Être ici à quelques mètres des États-Unis est une victoire pour moi. Je remercie Dieu car c'est ce que nous attendions. Nous espérons que l'immigration américaine nous donnera l'opportunité d'entrer dans le pays car nous voulons une vie meilleure pour nos enfants. La reprise en main par l'administration Biden intervient au moment où les parlementaires discutent à Washington d'un accord sur l'immigration, une condition imposée par les républicains pour débloquer l'aide financière à l'Ukraine, voulue par Joe Biden.